Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à Radio Fréquence Atlantique, 105.9, 88.3, 93.6. Nouvelle de la Martinique. Et ensuite, une deuxième partie en direct sur les ondes interactives, cette partie à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 03 14 03, un numéro fixe. Alors, aujourd'hui, nous avons retenu, en ce qui concerne l'actualité, un point pour la Martinique, c'est l'inauguration du terminal de croisière à Baie des Tourelles, France, et au niveau international, l'ouverture d'informations judiciaires concernant les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Et en matière de déconstruction, nous allons nous arrêter sur la désinformation et les manipulations qui ont cours dans les empires médiatiques. Alors, on commence tout de suite avec l'inauguration du terminal de croisière à Baie des Tourelles. Samedi dernier, une grande opération de communication sur ce terminal où on annonce l'inauguration du nouveau terminal de croisière avec de nouveaux équipements hyper sophistiqués et parallèlement une opération menée par le Comité martiniquais du tourisme et la compagnie MSC qui présente l'escale du plus gros paquebot de leur flotte, de sa flotte plutôt, puisqu'on parle de la compagnie, MSC Seaside. On interviewe des gens, on voit le luxe, c'est géant, évidemment, les visiteurs sont chantés, mais c'est formidable, c'est beau, on pourra voyager, c'est le luxe, il y a une piscine, le rêve dans son état pur. Donc, il y a ça, et il y a des interviews du responsable de la compagnie qui dit, oui, voilà, la compagnie va reprendre après cette période de crise sanitaire, on va repartir de là où on était, parce que c'est un marché juteux. En réalité, le message, c'est que dans ces pays, Guadeloupe, Martinique en particulier, ils sont arrivés à faire une telle campagne, une telle propagande qui est parvenu à faire qu'il y ait un engouement. Même des gens les plus démunis, il fallait aller en croisière. Avec la rupture de la crise sanitaire, les choses étaient tempérées. Mais maintenant qu'on dit que la crise est surmontée, bon, on va redémarrer et on met les moyens. Le luxe, le rêve, c'est ça. Dans le même temps et le même jour, à Paris, au Salon nautique, on annonce que la Transat Jacques Vabre va reprendre et elle va démarrer le 29 octobre 2023 pour arriver en Martinique. Vous vous souvenez que pendant la période de crise sanitaire, il y avait une arrivée qui avait donné lieu à des protestations des résistants, disons comme ça, puisqu'on subissait toutes sortes de pression, de coercition, et que ça n'empêchait pas qu'on organise l'arrivée de la Transat Jacques Vabre. Et donc, ces deux éléments-là m'amènent à faire plusieurs commentaires. Les médias sont, disons, organisés de telle sorte qu'elles nous servent du rêve, qu'elles nous servent des dérivatifs. Et là, c'est le cas. Mais derrière cela, il y a des questions fondamentales qui ne sont pas posées. D'abord, avez-vous déjà entendu une institution dire le coût que cela représente pour notre pays, par exemple, d'aménager le terminal pour recevoir de gros navires de croisière, le coût que ça représente en matière de choix de développement pour nous et les retombées. Est-ce que vous avez déjà entendu ces chiffres-là quelque part nous dire, voilà, donc on investit tant et puis ça rapporte. On ne le dira pas parce qu'il n'y a pas de retombées significatives pour notre pays en matière de développement, en matière économique, en matière d'emploi. Alors, chaque fois, on parle d'attractivité.
on nous montre que les commerçants sont réjouis parce que le chiffre d'affaires, ce jour-là ou cette semaine-là, a progressé. Enfin, ils ont pu sortir la tête de l'eau grâce à cela. Mais c'est évidemment quelque chose de tout à fait superficiel et ce n'est absolument pas un progrès économique et une solution à nos questions de développement, puisque ces commerçants-là qui vivent en attendant des coûts où ils engrangent un petit bénéfice temporaire, ils ne sortent pas pour autant de leurs conditions, leurs difficultés à cause des politiques fiscales, des prélèvements qu'ils subissent, à cause du coût des marchandises, des intrants qu'ils ont à revendre, etc. Ce n'est absolument pas une solution pérenne, globale et, disons, valable pour le développement du commerce et de l'artisanat du pays en général. Privilégier ce segment-là de l'économie qui est absolument coûteux, qui demande des investissements extraordinaires pour très peu de rapports, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est justement développer les productions locales, l'autosuffisance alimentaire, la conquête du marché intérieur, de façon à ce que l'on réponde aux questions, aux besoins fondamentaux de la population. Ça coûterait moins cher et ça aurait plus d'impact pour le développement de la population, ça créerait plus d'emplois pérennes. Donc ça, c'est la première question qui n'est pas posée quand on montre un beau bateau avec des piscines et des lumières. La deuxième chose, c'est l'impact écologique. Mais enfin, on l'a dit à la COP27, cette semaine-là, en France, d'ailleurs de façon assez paradoxale, on annonce la suppression des vols par avion sur les courtes distances. Parce qu'il est clair que le dérèglement climatique est en train de s'accélérer avec toutes les catastrophes conséquentes et que sans une politique globale, on ne pourra pas empêcher cela. Parmi les politiques globales, c'est la lutte contre ce genre de bateau de croisière. Mais en fait, il n'est pas sorcier de comprendre que ces croisières-là sont facteurs de dérèglement climatique à grande échelle. L'énergie qui est consommée, le gaspillage, les impacts sur l'environnement dans les ports. D'ailleurs, vous avez vu que dans certains pays, on interdit maintenant le passage de ces grands bateaux à Venise, par exemple. Donc, en matière d'environnement, c'est un saccage qu'on perpétue dans des conditions difficiles pour la vie même des populations. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et il n'y a pas retombé parce que le bateau qui passe avec ses passagers, eh bien, ce qu'il donne à manger, ce qu'il donne comme spectacle, ce n'est pas nous. Ça ne nous rapporte pas. Bon, peut-être une petite opération de justification au passage, mais il est évident que cela n'a pas de retombée réelle pour la population. Donc, impact écologique, pas d'incidence économique positive, mais en plus, incidence sociologique désastreuse. Parce que on sait que tout se tournait vers cette volonté d'attirer, d'être attractif dans un contexte où il y a inégalité dans le traitement des populations, ça se retourne contre nous. Des gens qui découvrent la Martinique assez bien, donc je suis milliardaire, donc j'ai de l'argent, donc je vais m'installer, donc je vais m'investir. Et donc, il y a une incidence sociologique de ce niveau-là, mais il y a aussi l'appauvrissement de la population parce qu'on lui vend du rêve dans des conditions difficiles. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'endettent pour aller faire la croisière de leur vie et à la limite renouveler. Nous avons déjà dit qu'il ne s'agit pas de culpabiliser ces gens-là parce que quand on est dans un monde de détresse, les gens, c'est soit ils se suicident, soit ils cherchent des dérivatifs. Il faut qu'ils vivent un moment en ayant l'impression qu'ils sont
quelqu'un qu'il vit, qu'il jouisse de la vie. C'est un travail de propagande qui amène à ce que ces gens-là choisissent ces dérivatifs-là plutôt que la lutte pour améliorer leur situation. Donc, cet impact-là aussi. Donc, en conclusion sur ce point, nous sommes en train d'assister à une attitude irresponsable des décideurs qui servent des intérêts capitalistes, qui servent des intérêts étrangers et qui ne posent pas la question du vrai développement de Martinique. La deuxième actualité que je voulais aborder qui concerne les informations judiciaires qui sont ouvertes sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Alors, le parquet national financier a ouvert ces deux informations sur les comptes de campagne de 2017 et 2022, campagne présidentielle de Macron. Mais en même temps, il y a une enquête préliminaire pour blanchiment et fraude fiscale aggravée. Alors, pourquoi? C'est parce que Emmanuel Macron a utilisé largement des services d'un cabinet international, McKinsey, et que les gens de ce cabinet-là ont été actifs dans sa campagne. Donc, c'est le retour de l'ascenseur, soi-disant en tant qu'individu, hein, ouais. Mais c'était des cas dont la société avait été grassement payée rémunérée par Emmanuel Macron. Et d'autre part, les études, les recherches faites par ce cabinet servaient directement la campagne d'Emmanuel Macron. Donc, c'est pour cela. Ajoutons que la société est accusée d'avoir fait ce alors ils appellent ça l'optimisation fiscale, on va en reparler dans la question de la désinformation. Il faisait des détournements des trafics pour ne pas payer des impôts. Alors, il reçoit des milliards de l'État français, de l'argent public français, et il ne paie pas d'impôts. Il faut ça circuler dans des paradis fiscaux. Donc, ça, c'est le corps des procédures judiciaires qui sont envisagées. Deuxième élément, on n'a pas tellement parlé de ça. Alors, j'ai eu l'occasion de lire un article dans le Courrier des stratèges datant du 29 novembre 2022 et qui dit que Emmanuel Macron était avec le procureur, la procureure de Paris, Madame Laure Bécourt, et le procureur qui est responsable de la procédure qui vient d'être enclenchée contre lui par le parquet financier. Alors, ce bonhomme-là, qui s'appelle Jean-François Bonner, la procureure de Paris, ils sont dans un raout convivial qui a été organisé à l'occasion du pot de départ de la conseillère de justice d'Emmanuel Macron, une dame qui s'appelle Emmanuelle Davo. Vous voyez bien le système. On poursuit le président pour trafic, ce qu'on a dit là, et puis le procureur qui lance la procédure, plus la procureure de Paris, viennent avec Macron dans un pot de départ de sa conseillère aux justice. Alors, je n'ai vu de démenti nulle part. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les liaisons entre la justice, le monde des affaires et les institutions, ceux qui sont au pouvoir, ce n'est pas la première fois que c'est établi. Le fait même que McKinsey ait permis de financer indirectement la campagne de Macron, ce n'est pas nouveau. Rappelez-vous, M. Sarkozy Nicolas, et avec l'argent donné par Kadhafi, qu'il a fait tuer après, pour qu'il n'y ait pas de révélation. Donc, c'est ce que nous appelons, nous, République betteravière. Pour des raisons idéologiques, ils ont inventé le mot de République bananière, tout ça pour associer la corruption au Sud.
c'est la France qui est l'un des pays les plus corrompus du monde. Toutes les affaires de ministre, de Cahuzac, mais en fait, c'est la corruption généralisée, systématisée. Tous ces ministres qui comprennent dans des affaires menteurs comme tout. C'est ça la République betteravière, c'est ça la pseudo-démocratie française occidentale que certains brandissent comme le modèle à suivre. Et donc, il y a cet aspect-là qu'il faut absolument voir à travers ces combines. Hein. Bon, tout à l'heure, on va parler des non-lieux concernant l'empoisonnement chlordécone, etc. On va parler de ça pour montrer les connexions, hein, le rôle relais du pouvoir qu'exerce la justice. Mais il y a un deuxième aspect sur lequel je veux insister, qui me paraît encore plus important. C'est le personnage Macron, ce qu'il signifie dans la politique globale des multinationales au niveau international. Macron, on l'a dit, c'est le président des riches. Mais ce n'est pas que le président des riches, c'est l'agent des multinationales. Dimanche dernier, nous avons expliqué comment les multinationales s'accaparent du pouvoir directement. Il y a des milliardaires qui sont à la tête de multinationales, qui vont de plus en plus se présenter comme président, comme premier ministre, etc. Il y a l'action qui est faite pour casser les lois, les règlements qui gèrent la vie des nations, qui donnent la souveraineté aux nations, pour faire que les lois édictées par l'Organisation mondiale du commerce et qui autorisent l'ultralibéralisme s'y substituent. Ça, c'est clair. Il y a une pénétration des multinationales sur le contrôle de l'information, sur le contrôle de la santé. Hein, aujourd'hui, ce sont des multinationales américaines qui vont gérer les données concernant notre statut de santé, les informations qui sont dans les hôpitaux, etc. Vous voyez ce que ça signifie. Donc, c'est une prise de pouvoir direct par les multinationales. Et là, Macron, avec ce cabinet de McKinsey, bien sûr, il y a l'histoire présidentielle, mais c'est plus grave. Là, Macron accélère le fait que les fonctionnaires, les services d'État soient écartés et que ceux qui décident des politiques, qui disent au gouvernement tu feras ci, tu feras ça, sont directement des représentants des multinationales. Alors, c'est qui ce fameux cabinet McKinsey, McKinsey & Co, et qui a été utilisé par Macron, que Macron a utilisé. Eh bien, c'est un cabinet international de conseil en stratégie dont le siège est situé à New York, aux États-Unis. Ça ressemble à une multinationale du conseil, puisqu'ils sont, en 2021, ils avaient 130 bureaux répartis dans 65 pays avec 30 000 employés. Et leur chiffre d'affaires de McKinsey sur le seul territoire français était de 329 millions d'euros en 2020, dont 16,5 millions dans le secteur public. Alors, on a un secteur public, on a des bureaux de recherche, on a des hommes compétents qui sont là pour analyser. Le gouvernement français décide de laisser ces gens-là poireauter ou de baisser le nombre de fonctionnaires. Dimanche dernier, on a parlé de l'histoire du rôle de la fonction publique. Donc, on les met d'un côté et puis on va chercher un cabinet privé aux États-Unis pour dire au gouvernement, bon, il faudra faire ci, il faudra faire ça dans tous les domaines. Le cabinet qui vient là, est-ce qu'il vient avec des intentions de servir le public, d'harmoniser la vie sociale, d'assurer la stabilité économique du pays, etc. Non.
il vient avec son idéologie ultralibérale au service des États-Unis pour dire, bon, pour que nous puissions faire de l'argent, détruire les services publics, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Alors, exemple, dans la crise sanitaire, il y a des gens qui venaient nous dire que ceux qui dénonçaient ce qui se faisait, c'était des complotistes, des obscurantistes qui ne croyaient pas en la science. Mais ceux qui disaient au gouvernement, dites ça, faites ça, ce n'étaient pas des scientifiques. C'était ces cabinets privés. Et par exemple, McKinsey a été celui qui a gagné le plus d'argent des dépenses en conseil à l'État pendant la crise sanitaire. On a donné à ces gens-là 12,33 millions d'euros pour orchestrer la campagne vaccinale française. Et le cabinet avait, j'ai bien dit, ce n'est pas des scientifiques, hein, ce n'est pas des moralistes, ce n'est pas des indépendants, c'est un cabinet ultralibéral états-unien. C'est eux, là, ce qu'on nous disait concernant le vaccin. Donc, ce cabinet-là avait 4 missions. Piloter l'organisation logistique, échafauder des indicateurs de suivi. Quand on vous disait, temps de contaminés, etc. Bon, réaliser des analyses sectorielles et organiser des réunions. Vous supposez quel était le but de ces réunions. Alors, il y a une commission sénatoriale, c'est elle qui a lancé le pavé avec un rapport et qui a conduit au parquet national financier à déclencher des procédures. La commission sénatoriale rapporte qu'il y a eu, dans les rapports de McKinsey, je cite, des arbitrages orientés sur le dossier des bonus-malus concernant les cotisations d'assurance chômage. Donc, on a parlé de pandémie, de vente de vaccins, de promotion du vaccin. On parle le dossier bonus-malus sur les cotisations d'assurance chômage. McKinsey a donné un rapport et la commission sénatoriale vous dit que c'était un arbitrage orienté. Hein? Elle a eu, McKinsey a eu pour cela 327 060 euros. D'autres réformes prises par Macron, donc on voit bien que le schéma, hein, la politique ultralibérale états-unienne est concoctée par des cabinets capitalistes et c'est eux qui disent à Macron, voilà le rapport et voilà ce qu'il faut faire. On a dit concernant le pseudo-vaccin, on a parlé du bonus-malus pour les assurances chômage, mais il y en a d'autres. La mise en œuvre de la partie informatique de la réforme des aides personnalisées au logement, APL. C'est McKinsey qui a dit, voilà ce qu'il faut faire. Et on lui a donné 3,88 millions d'euros pour cela. Une autre mission confiée à McKinsey, échafauder la stratégie de sécurisation du versement des pensions alimentaires de 2019, 260 880 euros. Un an après, écoutez bien, on donne à McKinsey 500 000 euros pour rédiger un rapport sur les évolutions du métier d'enseignant. Un cabinet états-unien basé à New York, on lui donne 600 000 euros pour remettre un rapport sur l'évolution du métier d'enseignant. Donc, les ministères, les inspecteurs, les syndicats, les réunions qu'il y a pour rédiger les programmes et tout ça. À quel moment ce cabinet-là a étudié tout ces gens? Comment peut-il faire un rapport scientifique sérieux? Non, c'est impossible. Et si par hasard, on lui demande ce rapport-là, c'est pas par hasard. Si on lui demande ce rapport-là, c'est pour justifier les sabotages
du service public d'éducation. Donc, il a payé 500 000 euros pour venir dire, bon, ben, on nous a conseillé, voilà l'État avec des arguments, etc. Et au total, d'après le rapport sénatorial dont j'ai parlé, l'État a dépensé en 2021 plus d'1 milliard d'euros en conseil stratégique et informatique pour ces différents cabinets. McKinsey, c'est celui qui a pris le plus, mais il y en a d'autres. Ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de république, il n'y a pas de Sénat, il n'y a pas de Parlement. Si par hasard des députés essaient de mettre des amendements dans les lois qu'ils ont décidées après consultation de leurs cabinets ultralibéraux, ben on fait un coup de 49 points et c'est fini. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de parlementarisme, il y a une dictature de la finance, une dictature des multinationales, et Macron, c'est un agent dépêché pour permettre de développer cela. La conclusion de tout cela, c'est que si on veut changer la vie, ce n'est pas en gagnant des élections, hein. C'est en s'organisant pour renverser ce système-là précisément. Alors, nous allons faire une respiration musicale avant de partir dans la question de la déconstruction que je vous disais, qui concerne les désinformations et la manipulation à travers les empires médiatiques. Alors, justement, pourquoi nous proposons ce thème sur la désinformation et les manipulations dans les médias? Parce que les points dont nous avons parlé tout à l'heure, concernant Macron ou bien la promotion du tourisme, nous amènent à dire, à disposer d'exemples d'analyse. On a dit que Macron sera l'objet d'investigation, ses comptes de campagne, tout au moins, seront objet d'investigation parce que ce n'est pas clair. C'est liaison avec McKinsey. Combien de temps s'est-on arrêté sur ce problème-là dans les médias? Les explications, les commentaires que j'ai faits, est-ce qu'ils ont été, ne serait-ce qu'abordés en passant dans l'information divulguée par les empires médiatiques occidentaux? Mais aussitôt qu'on a fait oublier cela, très peu de temps, on a mis en place une campagne pour sauver le soldat Macron. Tout a été fait pour rebooster l'image de Macron. Il est allé aux États-Unis, il a été reçu, il a fait des pas de danse. Et quand vous voyez les comptes rendus, j'ai même vu à la une, Brigitte Macron a séduit parce qu'il avait une robe fendue sur le côté, ça, ceci, cela. Donc, on nous était à l'amitié franco, chose, même s'il y a des problèmes, on a redorer le blason de ce monsieur à travers un message. Et on ne s'est pas privé de détails pour cela. Donc, c'est pour vous dire que dans les empires médiatiques, et ça se fait à l'échelle planétaire, quand l'un des leurs est attaqué, ils en parlent peu, ils n'expliquent pas que le système est corrompu, mais ils se donnent tout de suite pour tâche de faire oublier avec d'autres considérations. Mais il y a un deuxième élément qui a fait la une pratiquement cette semaine dans l'actualité, c'est le plafonnement du prix de gaz que les Européens achètent depuis la Russie. Voilà un bel exemple de ce qui est la manipulation de l'information. Le fond du problème, le seul problème principal, c'est que l'OTAN est en guerre avec la Russie via l'Ukraine. Donc, l'OTAN, on a expliqué cela, hein, a essayé d'encercler avec des missiles, des bases, la Russie. Et l'Ukraine était comme tampon. On a organisé un coup d'État en Ukraine. L'extrême droite pro-occidentale gouverne l'Ukraine. Donc, on a déclenché
des incidents. La guerre n'a pas commencé avec l'évasion russe. Ça a commencé depuis 2014, où ces gens-là bombardent les régions qui ne sont pas dociles. Et là aussi, pendant un certain temps, vous dites, non, pas qu'à laisser vous faire ça. La question n'est pas de savoir si la Russie est gentille, méchante, impérialiste ou pas. Oui, c'est une rivale impérialiste et elle défend ses intérêts. La question est de savoir que deux impérialistes s'affrontent, l'un se sent acculé, donc il déclenche la guerre. Et ce qu'espérait l'OTAN, c'est que justement, ça puisse leur servir de prétexte pour qu'eux-mêmes déclenchent la guerre contre la Russie. Sauf que l'Ukraine n'étant pas encore dans l'OTAN, ils ne peuvent pas intervenir directement. Donc on lui donne de l'argent, des armes, et on essaie d'affaiblir la Russie autant que ça. Donc c'est ça le problème. On a dit que les sanctions, toutes les sanctions qui sont prises contre la Russie, ont pour but d'affaiblir le rival impérialiste dans le cadre de la guerre entre ces deux rivaux-là. Mais quand on vient parler de plafonnement du prix de gaz qu'on achète à la Russie, les médias, tous confondus, tous les médias occidentaux confondus, ont un argument. La Russie, c'est un pays scélérat qui devrait être poursuivi pour des crimes de guerre et qui fait mourir de faim et de froid la pauvre petite Ukraine. Comme nous sommes des gentils démocrates philanthropes, il nous faut aider l'Ukraine. Et comment on va aider l'Ukraine? On va empêcher à la Russie d'avoir de l'argent pour qu'il n'achète pas des armes pour attaquer l'Ukraine. C'est le prétexte. Ça n'existe pas en droit international. En droit international, il y a des gens qui fournissent et il y a des clients qui achètent. L'Occident se permettait et se permet encore de fixer le prix des matières premières qu'ils achètent dans des colonies dominées. Par exemple, la Côte d'Ivoire vend du cacao, ce n'est pas le gouvernement ivoirien ou les planteurs ivoiriens qui fixent du cacao, ce sont les acheteurs occidentaux. Ben, les rapports de domination coloniale, c'est injuste, on dénonce ça, mais entre eux et dans le reste du commerce international, ça n'existe pas qu'un pays ou qu'un groupe de pays disent je fixe le prix, je plafonne le prix du gaz que vous me vendez. Mais c'est tellement gros. Plusieurs mensongers gros prix là de la chance de passer, c'est plus belle. Les gens n'y réfléchissent même pas, mais en fait, ça veut dire, il faut. Ils ont acheté gaz beaucoup, ils ont dit je ne vais pas payer plus que ça. Mais vous n'avez pas qu'à y vendre bon, et puis c'est tout. Et la personne a le droit de couper, vous ne payez pas. Ce n'est pas vous qui pouvez fixer, sous prétexte que ça va l'empêcher d'avoir de l'argent pour acheter des armes. Quand les États-Unis massacraient le peuple serbe, vous imaginez que les gens disent, bon, eh bien, on va interdire les États-Unis de vendre ces avions parce qu'il fait de l'argent pour bombarder, ou la France, quand la France bombardait la Libye, hein, l'achat des armes qui sont aujourd'hui aux mains des terroristes. Vous imaginez qu'on dit, bon, eh bien, on n'achète plus le blé français, on ne va pas acheter le blé français à plus que la tonne. C'est n'importe quoi, ça n'existe pas, ça ne va pas se faire. Mais ça prépare l'opinion, ça diabolise là aussi, et puis c'est un outil de guerre. Donc, c'est ces deux éléments-là qui nous ont amenés à approfondir cette question-là. Il faut surtout que tous et toutes prennent conscience que nous sommes rentrés dans la phase de l'affrontement décisif. On va vers une guerre généralisée, mais au-delà de la guerre même, c'est un affrontement décisif entre des puissances impérialistes rivales. L'une va manger l'autre, l'une
veut manger l'autre. Mais non seulement une guerre entre les impérialistes, mais la guerre la plus fondamentale qui est en train de se dérouler aujourd'hui, c'est la guerre entre le système libéral capitaliste, le système capitaliste c'est son ultralibéralisme, et l'ensemble des peuples, des couches dominées, des travailleurs européens, des paysans européens, de ceux qui sont en Amérique, des peuples africains. C'est cette guerre-là qui est là. Parce que ce soit la Russie, que ce soit l'Occident, tous les impérialistes vivent du pillage de ceux qui sont en bas. Et ils se sont tous les deux, je dis en trois, des rivaux Chine, Russie et occidentaux, ils se sont tous rendus compte que les peuples ne vont plus accepter et vont renverser le système. Alors, il y a deux types de réactions. La réaction des Occidentaux est de développer le fascisme, faire la guerre, d'écraser les rivaux pour pouvoir remettre leur domination sur les autres. Et puis, la position de la Chine et de la Russie, qui sont aussi des impérialistes, qui vont dire, bon, il faut changer la carte. Il faut qu'on s'appuie sur les peuples dominés, leur donner un peu plus d'argent pour leur matière première, avoir des accords avec eux pour affaiblir notre ennemi. Et puis, bon, on aura notre puissance, mais sans pouvoir vraiment affronter ces pays dominés. C'est des stratégies qui sont différentes. Mais il reste vrai que l'affrontement principal qui se développe là, c'est celui qui oppose les puissances impérialistes au peuple du monde, aux travailleurs, aux classes ouvrières, aux paysans dans le monde. C'est ça. Et c'est une guerre frontale. Quand on a dit ça, il faut comprendre que la question de la guerre de l'information est déterminante. On a déjà vu dans toute l'histoire de l'humanité, posséder les armes les plus puissantes, c'est un atout. Mais ce n'est pas l'atout décisif. Parce que même quand on écrase l'adversaire est là, la haine monte, les temps changent et au bout du compte, les empires tombent. Tous les empires les plus puissants se sont effrités, se sont effondrés avec le développement de l'histoire et de la lutte des peuples. Mais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur des peuples, il y a des résistances culturelles, politiques, des résistances militaires, etc., qui, sur le temps, dans la durée, prennent le pas sur ceux qui sont surarmés. Donc, il y a plein d'histoires qu'on raconte, bon, des petites armées, grâce à leur détermination, qui ont vécu de plus bonnes armées. Et puisqu'on a pété vertier Haïti, c'est ce qui doit être notre symbole, notre lumière, une armée d'esclavagisés qui écrase la plus puissante armée d'Europe à Vertières. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans leur esprit, dans leur conviction, une force qui dépasse la force des seules armes. Et donc, les impérialistes en sont conscients. Et il faut comprendre que le moral des troupes, la connaissance de la réalité, c'est l'enjeu aujourd'hui. Plus les peuples vont se désaliéner des mécanismes qui ont été induits par les médias occidentaux, par les impérialistes en général, plus ils vont s'armer de connaissances, mieux ils comprendront la réalité, plus le moral des troupes sera puissant, et plus on pourra avoir les stratégies qui vont permettre de renverser la domination des impérialistes. C'est pour cela que, de tout temps, la propagande de guerre a été déterminante dans les affrontements, qui consiste à quoi? Diaboliser au maximum l'adversaire, faire passer pour vraiment les pires Satan, pour avoir l'adhésion des masses, des gens, et les pousser à se battre. Et puis, en même temps, s'idéaliser,
montrer qu'on est le gentil, etc. Dans la situation actuelle, il y a un grand travail qui est fait pour diaboliser là aussi, avec des affirmations malpropres, mesquines. Et il y a un site internet, là, une page de garde, un des sites là, qui présente toute une série d'informations qui dit que on a trouvé un plan secret pour que la Russie envahisse la Chine. Un autre qui dit que Poutine est tombé, il a déféqué sur lui. C'est dans les grands médias. Hein? Donc, diaboliser l'adversaire. Le Japon. Pardon? Ils ont trouvé un plan secret. Pour envahir le Japon, oui. Merci de la rectification. Et puis, victimiser son camp. L'Ukraine, bon, sur l'Ukraine, allez, bon. Mais je l'ai déjà dit, mais il faut dire, mais c'est raciste. Combien de familles palestiniennes on vous a déjà montré sans électricité, sans eau, avec leurs maisons détruites par l'État voyou d'Israël? Combien cette semaine, ils ont parlé de la famine provoquée par Staline dans les années 30, etc., sans jamais dire quel régime qui était là. Sans jamais dire l'explication donnée par les soviétiques à l'époque. Jamais, non. Combien d'images avez-vous là sur les famines qui ont cours en Éthiopie, etc. Koweït. Au Koweït. Non, on vous montre peut-être des petits nègres avec des mouches sous le nez. Uniquement pour dire, ils ont fait, il faut qu'on aille les aider, il faut qu'on aille occuper leur pays. Mais sur les explications de toutes ces famines qui ravagent le monde, chaque jour, 40 000 enfants meurent de malnutrition sur la surface du globe, dans les pays du tiers-monde. Yémen, oui, alors, les bombardements Yémen. Donc, c'est l'Ukraine. L'Ukraine est gentille. Mais quand l'Ukraine, comment dirais-je, torture entre dans les églises orthodoxes, fouille, enfin, fait toutes sortes de crimes. On dit ça dans une phrase, oui, mais de façon à ce qu'on ne comprenne pas. Les Russes ne sont pas des enfants de cœur. Les Russes mènent la guerre. Vous connaissez une guerre où on ne bombarde pas des installations électriques, des trains. Alors, c'est en Ukraine seulement que ça doit faire de la paix. Vous savez que quand les Européens ont attaqué la Serbie, ils ont bombardé tous les organes de presse. Ils ont bombardé toutes sortes d'infrastructures pour empêcher aux Serbes d'avoir de l'eau et de l'électricité. Quand les Occidentaux sont allés bombarder l'Irak, ils ont même bombardé les usines fabriquant des cigarettes pour dire si les soldats n'ont pas de cigarettes, les Irakiens n'ont pas de cigarettes, ils seront encore plus enragés contre le gouvernement. Oui, c'est la guerre, c'est laid, c'est sale. Mais comment des médias peuvent toute la journée nous apitoyer sur certaines victimes seulement, quelle que soit la compassion qu'on peut et qu'on doit avoir pour ces victimes-là, c'est du racisme et c'est de la manipulation, de la désinformation, de ne parler que de ça et de banaliser les autres. Deux poids, deux mesures dans tout ce qui est dit. Hein? Il ne faut pas que des acteurs russes aillent jouer un opéra dans tous les pays de la Terre parce qu'il y a une invasion russie. Mais il faut tolérer que les armées israéliennes, les soldats israéliens aillent faire des chorales dans tous les autres pays du monde. Donc, je ne vais pas plus loin sur ces exemples, mais je veux dire cette citation que vous connaissez peut-être de Malcolm X. La presse a un pouvoir de l'image si puissant qu'elle peut faire passer un criminel pour une victime et montrer la victime comme un criminel. Bon, mais quand on a dit ça, ça a toujours existé. Et la dictature des médias, des empires médiatiques, avait beau jeu de manipuler la terre entière. Sauf qu'avec les
progrès de la technologie, il y a de nouvelles donnes qui se sont déposées. Ils ne peuvent plus contrôler les réseaux sociaux, ils ne peuvent plus contrôler les moyens de communication parce qu'ils sont dans une contradiction. Les empires médiatiques tirent leur fortune de la multiplication des technologies, iPhone, Facebook, etc. Donc, ils ne sont plus les seuls à pouvoir parler. Alors, bien sûr, ils ont toujours un pouvoir de censure, parce que dès qu'ils ont commencé l'affrontement avec la Russie, on a interdit tous les médias russes, on a fermé tous les comptes qui pouvaient donner un autre aspect, on a bloqué, mais ça se fait pour ceux qui condamnaient la politique d'obligation vaccinale, on ferme leur compte. Il y a 15 jours, ils ont même voulu censurer a priori un article que Mediapart devait publier sur un maire qui faisait des trucs de délinquants. Eh bien, finalement, la justice les a autorisé la publication après la mobilisation des journalistes. Mais ça existe. La censure existe toujours. Mais comme les médias ne sont plus contrôlables, il faut insister sur ce fait qu'ils ont élaboré une stratégie pour combattre ce qui se dit dans les réseaux sociaux et qui ne dépend pas d'eux. Alors, il y a tout un travail qui a été fait pour camoufler les réalités derrière des concepts et du vocabulaire. Ça a commencé, ça fait quelques dizaines d'années. Par exemple, on a remplacé grève par prise d'otages. On a remplacé licenciement par plans sociaux. On a remplacé récemment la restriction par sobriété énergétique. Quand ils parlent de manifestants chez eux, ce sont des casseurs. Hein, et quand c'est dans les pays adversaires, on parle de combattants de la liberté, de démocrates, on trouve les qui brûlent des gens, il n'y a pas de problème, comme au Venezuela. Quand on parle de restrictions, de confinement à Fort-de-France, d'amende, etc., c'est des mesures responsables de citoyens pour que les citoyens se protègent. Mais quand les mêmes mesures sont prises en Chine, les mêmes mesures sont prises en Chine, c'est la dictature, c'est le pouvoir chinois qui ne comprend pas, etc. La différence, c'est que comme la Chine a 1,6 milliard d'habitants, qu'elle a choisi une politique zéro Covid qui extrapole ce qu'eux-mêmes faisaient, ils ont trouvé un moyen d'attaquer la Chine. Et c'est très bien que le peuple chinois manifeste. D'ailleurs, ils sont arrivés à faire le gouvernement assouplir sa position. Mais c'est ce que le maire dit à terre, c'est pas ce qu'il dit quand il est dans l'arbre. En fait, c'est cette idée-là. Mais au-delà du camouflage, derrière le vocabulaire, derrière les concepts, et bon, bref, on en a déjà parlé, je ne sais pas. Il y a un pas qui a été fait dans la diffusion des grands moyens d'information. Pour préparer ces émissions-là que je fais maintenant depuis plus d'une trentaine d'années, jusqu'à il y a 3 ans, j'allais en 3 sur RFI. Parce qu'il faut aller tant sur leurs médias que sur les médias alternatifs. RFI était organisé, il y avait Afrique, Europe, Amérique, Asie, etc. Quand vous cliquez sur ça, vous avez une page d'articles, de références, d'informations pleines qui vous faisaient connaître, en tout cas choisir des thèmes concernant tout le continent africain, toute l'Asie, etc. Mais il y a 2 ans, 1 an à peu près, RFI a changé ça. Vous avez quelques informations. Maintenant, c'est les choix de la rédaction. Une information, mais ce que vous n'avez jamais trouvé en page plus de 4 ou 5 informations, ce qu'ils ont choisi. Mais ce qu'ils ont choisi, c'est de l'intoxication. C'est par exemple ce que vous disiez, documents
secret, Poutine va envahir le Japon, etc. Comme voilà, Brigitte Macron a mis une robe fondue, ça a attiré l'attention. On peut changer les giraflures de la voiture avec le produit miracle. Ça veut dire que vous n'avez plus un choix, une sélection dans l'information. Donc, je me suis rabattu sur d'autres sources. Il y avait le moteur de recherche Google. Vous tapiez Google Actualité. Vous aviez des pages d'articles de toute tendance, etc., que vous pouviez sélectionner, choisir, etc., pour préparer une information assez large. Eh bien, depuis 2 mois à peu près, ça a changé. Quand vous tapez Google Actualité, on a, comme pour RFI, on a sabré la possibilité de choix, d'élargissement de connaissances, et vous avez les choix de la rédaction. Les choix de la rédaction qui vous imposent, faites ceci, faites cela. Alors, déjà, ça réduit votre possibilité d'accès. En fait, quand vous êtes un citoyen habituel, en fait, vous avez un comportement moyen, vous pouvez aller fouiller d'autres sites quand vous avez d'autres sources références. Il faut être passionné. Mais on a détruit la possibilité d'accès à l'information de masse. Ensuite, on va remplacer l'information par l'influence. C'est une plaie, c'est une maladie, c'est une arme de guerre absolument dévastatrice, la création des influenceurs et des influenceuses. Donc, on va blinder des gens qui n'ont aucune formation théorique, politique, scientifique, etc. On va leur donner de l'argent, on va leur donner des biens matériels, des chaînes, etc. On va les promotionner. Ah, cette influenceuse-là ou cet influenceur-là, elle a 4 millions de followers. Followers, c'est ceux qui suivent, les moutons de Bad News. Des fois, la personne dit pas qu'à cri de danse, et puis elle dit, ah, moi, c'est tel phare que je dis. Donc, on oriente les opinions, les attentions sur des choses futiles en payant grassement. En tout cas, ces influenceurs-là gagnent pas 1000 fois plus que les journalistes de RCI, de Martinique Première. Ouais. Ils sont gavés de produits et de finances. Mais ils s'orientent. Et puis, ils glissent toujours la propagande, ultralibéralisme, consommation. C'est pour ça d'ailleurs que Macron, l'autre sa campagne, avait cherché des influenceurs qui ont déjà beaucoup de followers comme relais. Donc, tout cela, c'est une stratégie globale qui est faite pour que nous ne sachions pas où nous allons et que nous avalions les explications qu'ils nous donnent, qui nous font servir leur camp et nous détruire nous-mêmes. Donc, pour terminer, je voulais dire 2 choses. D'abord, que quand on a pris conscience de cela, il y a nécessité de mettre un protocole pour se débarrasser de cette aliénation, de cette manipulation, de cette désinformation. Il faut lutter contre les addictions. Combien de temps passons-nous à regarder des Facebook, des WhatsApp, etc. dans la journée? Qui choisit ce contenu-là? Même si je me donne pour règle d'essayer de m'arrêter sur ce qui est plus important, il faut que je déroule le catalogue, je perds du temps, et bon, je peux tomber sur des choses intéressantes. Eh bien, il faut lutter contre cette addiction-là. De le temps s'astreindre, s'obliger à ne consacrer que telle durée pendant toute la journée à surfer sur Facebook et autres. Et consacrer le temps restant à la lecture, à la recherche volontaire dans des médias d'informations alternatives, d'avoir une pluralité des sources. Il nous faut lutter contre le zapping intellectuel qu'on nous a appris à pratiquer. On dit, parle, on regarde cette information. Non, le zapping intellectuel ne conduit pas à la connaissance scientifique et à la compréhension des phénomènes. Il faut se fixer, il faut travailler, il faut étudier, il faut lire, il faut discuter,
de fond avec des gens qui acceptent de vraies discussions sur les problématiques. Ne pas répéter ce qu'on a entendu dire dans les médias, Poutine c'est un salope, et qu'on Mugabe c'est un ceci, etc. Il faut se former une opinion par rapport aux recherches, aux discussions, à la formation qu'on se donne. Et en allant sur la pluralité des sources, il ne s'agit jamais pour moi de dire qu'il ne faut pas aller dans les médias occidentaux. Au contraire, il faut aller pour les dénicher, leurs mensonges, leurs désinformations. Et pour terminer, la dernière chose que je peux dire, c'est que souvent, on ne sait pas où aller chercher et comment aller chercher. Mais c'est comme dans tout. Il faut s'appuyer sur des personnes ressources pour demander. Personnellement, je peux indiquer que pour préparer mes émissions, je regarde toute la presse occidentale, mais je vais et je vous conseille d'aller sur des sites comme Investigation de Michel Coulon, Investig apostrophe action, qui donne un panorama sur mondialisation.ca, qui vous donne des analyses sur Agoravox. Bon, je ne vais pas continuer la liste, mais quand on est intéressé, on peut chercher des personnes qui sont plus ou moins habituées au domaine pour dire, bon, qu'est-ce que tu me proposes, qu'est-ce que tu penses que je pourrais dire, qu'est-ce que, etc. Il faut avoir cette humilité-là, autrement, on restera toujours un follower. Merci de votre attention, et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission. On va terminer en écoutant notre indicatif. Bonsoir d'origine haïtienne. Comme la tête, ce qui peut nous mettre comme ensemble, dans un besoin, mettez nos bouts, mettez nos chimères, en aller, vaccine, la paix.